Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pilaton. Pilaton, j'espère que tu vas bien. Salut Baki, je vais très bien et toi? Je vais bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Yes, alors moi je suis data scientist. Je crée principalement du contenu sur Twitter et voilà, je travaille depuis à peu près 3 ans dans le milieu. Je fais un petit peu de freelancing aussi, donc j'ai pas mal d'activités, puis j'ai pas mal aussi de centres d'intérêt divers. Voilà, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est finance, un petit peu à la crypto, donc voilà, j'ai pas mal de centres d'intérêt. Et du coup, j'essaie de construire des solutions adaptées à ces catégories-là. Ok. Et actuellement, c'est quoi ton activité principale? C'est data scientist, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc voilà, si ça vous parle pas trop la data science ou voilà le terme de data scientist, globalement mon objectif c'est de partir d'un ensemble de données, donc soit existants qui seraient à nettoyer ou qui n'existent pas encore, qui seront à récupérer, et d'en construire une solution, de proposer des solutions pour permettre aux entreprises du coup de répondre à certaines problématiques, de permettre aux clients voilà, d'être mieux accompagnés, de suggérer des produits. Ça peut aller jusqu'à l'industriel ou voilà, pour optimiser une chaîne de production. Ça peut être vraiment voilà, des problématiques vraiment diverses et variées, et quasiment dans toutes les industries aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu fais aussi donc du machine learning? C'est exactement ça en fait. Le machine learning, c'est une des thématiques principales en tant que data scientist. Donc c'est vraiment l'automatisation de patterns, en fait, de récurrences qu'on va trouver dans les données et qui vont permettre d'en déduire un ensemble de règles et donc pouvoir effectuer des prédictions derrière. Donc à partir d'un ensemble de données, on va dire d'entraînement, on va être en capacité d'identifier des patterns, donc des régularités, des systèmes, des choses qui vont revenir en fait assez régulièrement. Et à partir de là, sur des données inconnues, on va être en capacité de comprendre les patterns contenus dans ces données et d'effectuer des prédictions. Mhm. Ok. Et pour lancer un nouveau projet en machine learning, comment est-ce que tu trouves concrètement l'opportunité dans celle-ci? Alors moi, généralement, j'agis parce que quelque chose me fait kiffer, tu vois. Donc soit j'ai une problématique qui me fait un peu kiffer, et je me dis, tiens, je sais pas, j'ai par exemple un portefeuille d'actions que je vais essayer de développer, sauf que j'ai un peu la flemme de le faire voilà, toutes les semaines, de taffer sur, vas-y, qu'est-ce qui se passe là, comment l'action réagit, comment il faut que je réagisse mon portefeuille. Donc voilà, je pars d'une problématique et d'un sujet qui me fait kiffer. Et là, je vais essayer de concevoir une solution adaptée donc, pour automatiser, par exemple, le processus. Donc là, pour le cas d'un portefeuille d'action, ça peut être venir scraper toutes les news associées à des différentes entreprises que je possède, pour en faire un compte rendu que j'allais lire, et puis voilà, donc me permettre d'être beaucoup plus efficace. Ça peut être aussi l'automatisation d'achat d'actions. Donc là, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut rentrer dans des problématiques de sécurité donc de connexion à des services tiers, donc c'est un peu plus complexe, mais ça se fait aussi. Ça permet d'être beaucoup plus souple sur la quantité de travail effectué dessus. Mhm. Et donc voilà, donc on va dire vraiment le point de départ, c'est vraiment la problématique et le sujet. Ok. Mais là, du coup, je suppose que en tant que data scientist, pour tout ce qui est automatisation, tu n'utilises pas des outils tels que Make ou bien Automa. Tu vas vraiment dans du code à l'état pur. Exactement. En tant que data scientist, généralement, on a des problématiques qui font qu'on a besoin d'être plus proche et beaucoup plus libre dans ce qu'on fait. Donc généralement, on va utiliser des langages de programmation comme Python principalement. Voilà, c'est vraiment le langage, si vous voulez débuter en data science, vraiment le langage tournevis, vraiment, enfin, couteau suisse plutôt, qui fait vraiment tout avec Python. Vraiment, vous allez vraiment avoir accès à un panel d'outils immense. Après, si vous voulez aller plus en profondeur, plus, on va dire, au côté optimisation, mathématiques, tout ça, vous pourrez poursuivre avec du C, par exemple, pour être beaucoup plus efficace sur Mhm. voilà, sur certaines parties du sujet, donc pour vraiment gagner en vitesse d'exécution. Mais voilà, vraiment avec Python, vous pouvez faire, franchement, on va dire 95% du taf. Mhm.
Mais du coup, tu n'utilises pas d'autres langages tels que C++ ou bien C Sharp? Pas vraiment. C++, du coup, comme je te l'ai dit, c'est vraiment pour des questions de gain de temps. Et vraiment, à moins de faire de la finance et du trading en fait à haute fréquence. Ça, c'est Mhm. vraiment des problématiques qui demandent d'être à la microseconde près, parce qu'une microseconde en trading, c'est des millions de gagnés par rapport aux concurrents, en fait. Si vous avez Mhm. en fait une microseconde de différence pour des problématiques d'arbitrage, on va dire, entre deux monnaies, la personne qui a le programme le plus rapide, une microseconde d'avance, ça fait gagner des millions par rapport aux concurrents. Donc là, clairement, on va avoir besoin de langage efficace et de scripts précompilés, quoi. Mais Mhm. voilà, pour des problématiques un peu plus, on va dire, classiques, vraiment avec Python, il y avait limite quelques petits scripts en C précompilés. Pour les exécuter avec du code Python, ça peut vraiment suffire. Mhm. Après, au niveau des langages, on a aussi SQL qui est pas mal utilisé pour venir dialoguer avec les bases de données. Mais sinon, vraiment, avec ce duo-là, Est-ce que tu pas pourrais vraiment relever grand-chose. ton micro parce qu'on ne t'entend pas bien? Ok. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais, Ok, pas de... ok, super. t'inquiète. Du coup, Ouais. une personne qui aimerait se lancer dans Python, quels seraient les débouchés et est-ce que enfin, ça prendrait combien de temps à maîtriser Python de A à Z? Alors, de A à Z, c'est un peu compliqué à dire parce que vraiment c'est énorme. Donc déjà, on va dire maîtriser Python pour une thématique en particulier, on va dire pour la data science. Je dirais qu'il faudra un minimum, on va dire 6 mois pour commencer à être à l'aise. Et après, en fonction des frameworks, donc en fait, Mhm. c'est à Python, vraiment, on va dire 1 an, 2 ans potentiellement, ça peut vraiment dépendre en fait de l'implication qui s'y met et du temps qui consacre, quoi. Mais vraiment, le truc, c'est vraiment, c'est comme en fait comme si tu apprenais une nouvelle langue, en fait. C'est vraiment pratiquer, avoir des projets à côté et vraiment pratiquer, pratiquer, quoi. Mhm. Ok, ok, ouais. Et quels sont les débouchés? Est-ce qu'une personne, c'est plus favorable pour elle de se lancer en tant que freelance ou bien d'être salarié en apprenant Python? Alors, ça va dépendre aussi, donc encore une fois, de ce que tu veux en faire. Si tu veux faire du développement web, ça peut être, voilà, tu peux potentiellement avoir pas mal d'opportunités en tant que freelance. Après, pour prendre de l'XP, c'est clair qu'au début, faire un petit peu de salariat, c'est pas trop mal. Enfin, aller travailler en ESN, ça peut te permettre de commencer à développer un portefeuille de clients et Mhm. de développer tes compétences. Après, si tu es débrouillard et que tu sais bien démarcher, honnêtement, il y a du taf, hein. Tu peux très bien trouver des opportunités à droite à gauche en sollicitant ton réseau, en ayant une offre claire, définie. Tu peux vraiment sortir ton épingle du jeu. En data, c'est plus complexe parce qu'on travaille généralement sur des choses qui sont plus coûteuses et moins, on va dire, moins en front. C'est-à-dire qu'on va être moins sur des problématiques de base. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des solutions qui seront nécessairement imaginées immédiatement par le client. Quand on pense Mhm. à tout ce qui est informatique, tout ça, on va penser de prime abord à un site internet, à une base physique, on va dire, avant de penser à tout ce qui est pipeline data, comment je récupère des données, comment je les stocke, comment je les traite, comment je fais pour faire scaler en fait mon business, quoi. Donc, ça Mhm. demande un peu plus de travail au niveau de de la pédagogie, au niveau de l'explication du métier. Mais voilà, c'est clairement possible également de se lancer en tant que freelance, c'est clair. Mhm. Ok. Et là, t'as déjà eu plusieurs, donc, comment dire, plusieurs projets à réaliser. Tu en as qui ont réussi et d'autres qui ont raté, je suppose. Mais lors des moments où tu as eu un échec au niveau d'un projet, qu'est-ce que tu as fait pour te relever?
Alors, généralement, l'échec, on va dire, c'est plutôt multifactoriel. On va dire que ça dépend pas uniquement de moi. C'est-à-dire que généralement, ça va venir de ta hiérarchie au niveau stratégique. Ils vont me dire, bah non, c'est plus possible, c'est plus ce qu'on veut, ou c'est des choses comme ça. Sinon, on va dire l'échec à plus petite échelle. Ce que tu fais pour te relever, généralement, soit tu demandes de l'aide. Ça, c'est important d'aller dialoguer. Si tu n'as pas de mentor ou de personnes voilà, de seniors au-dessus de toi, ne pas hésiter à aller voilà, sur des forums, sur vraiment utiliser toutes les ressources auxquelles tu peux vraiment compter. Mais généralement, l'échec est que temporaire. C'est vraiment l'avantage de notre métier, c'est qu'on a quasiment tout sur Internet. Donc Mhm. vraiment, tu as la capacité à te relever qui est décuplée par rapport à ce qu'avaient les métiers un peu moins définis, un peu moins présents sur Internet. Mhm. Ouais, je vois. Et pour une personne qui souhaiterait apprendre du coup Python, euh, où est-ce qu'elle pourrait retrouver les ressources pour pouvoir apprendre ça de fond en comble? Est-ce qu'elle doit suivre une formation ou bien est-ce que les ressources se trouvant sur YouTube, par exemple, sont suffisantes? Honnêtement, aujourd'hui, il y a vraiment tout sur Internet. Après, si tu as besoin d'un cadre, tu as des formations payantes certifiantes. Par contre, ça coûte une blinde. Voilà, je pense vraiment au bootcamp payant. Voilà, donc, il y a des bootcamps payants qui te donnent un diplôme à la fin. Voilà, donc c'est une possibilité. Après, la possibilité, on va dire, moins onéreuse, mais non certifiante, ça va être toutes les formations du type Open Classroom, Mhm. Coursera. Super important, par contre, d'être à l'aise en anglais. Ça, clairement, c'est non négociable. Ça te fait scaler à un niveau pas possible. Vraiment, tu as un nombre de ressources qui ne sont disponibles qu'en anglais. Et particulièrement en machine learning. Franchement, c'est pas possible d'y passer, quoi. Enfin, il faut vraiment s'y mettre et travailler là-dessus, quoi. Mais Ok. sinon, de stratégie si t'as des fonds, si par exemple t'es en recherche d'emploi, Pôle emploi peut te financer la formation, à savoir donc les gros bootcamps. Et sinon, mets-toi sur Coursera, sur Open Classroom, tout ça, tu auras déjà une bonne base. Et après, tu vas fouiller les forums, tu achètes des bouquins, et franchement, tu auras une bonne base, quoi. Mhm. Et justement, tu parlais de scaling avec l'anglais, mais à ce Mhm. moment-là, est-ce que c'est vraiment la seule chose qui peut permettre de pouvoir scaler dans n'importe quel projet? On va dire que l'anglais, pour moi, c'est la base. Après, le fait de scaler dans n'importe quel projet, on va dire scaler personnellement, c'est important d'être pour scaler personnellement, c'est important d'être au contact d'autres personnes en fait, qui font le même métier, de professionnels, de personnes qui ont un niveau bien plus élevé que toi, pour te rendre compte aujourd'hui des technologies qui sont utilisées. Mhm. Après, ce qui est important aussi pour scaler toi-même, c'est de construire des projets. C'est en construisant des projets, tu vas te confronter à des problématiques. Et ces problématiques, parfois, elles peuvent être résolues que par un nouvel outil qui va te faire donc découvrir un tout nouvel univers qui potentiellement peut être demandé sur le marché du travail. Mhm. Donc c'est important vraiment de construire perpétuellement pour vraiment ensuite passer à un niveau supérieur et scaler à ce niveau-là. Après, il y a également scaler dans les projets. Pour moi, le plus important pour réussir à scaler dans un projet, c'est de s'afficher publiquement. Donc, de concevoir un projet et de le mettre à disposition d'utilisateurs réels. C'est là Mhm. que vraiment tu vas passer un cap entre la théorie qu'on voit en cours, donc vraiment le- l'environnement très simplifié, aseptisé totalement, et les problématiques du monde réel, avec la problématique de qu'est-ce que je choisis comme serveur, comment on passe d'une application qui gère une dizaine d'utilisateurs à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'utilisateurs par jour, comment je Mhm. gère les factures cloud, AWS, tout ça qui coûte par une blinde, qu'est-ce que je choisis comme spécificité au niveau de mon serveur. Voilà, c'est plein de petits questionnements
en fait, qu'on n'imagine même pas avant de se lancer. Ok. Et toi, tu es plus du genre à lancer plusieurs projets en même temps ou bien lancer un seul projet, ensuite le terminer et ensuite en passer par un autre? Alors j'ai un peu la maladie du side project du développeur, on va dire, qui est de il y a un projet qui a l'air sympa à un moment, ah bah tiens, bah, écoute, on va faire un petit peu de ça et puis on revient sur le projet principal, mais voilà. Je dirais le truc, si on a un peu cette tendance à aller voir à droite à gauche, parce qu'on a pas mal de thématiques qui nous intéressent, de se restreindre à deux, trois projets, histoire de quand même réussir à progresser dans les trois. Parce qu'après, quand tu commences à partir sur cinq, six projets, tu peux plus gérer, quoi. Donc vraiment, Mhm. effectivement, c'est intéressant comme question parce que c'est vraiment le fléau du siècle, on va dire. Le syndrome de l'objet brillant où il y a 50 000 trucs qui sont ultra intéressants. Mais voilà, il faut vraiment réussir à se restreindre et à se dire, bon, tiens, je m'autorise d'avoir que trois projets côte à côte, quoi. Ok. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Alors moi, j'écris principalement sur Twitter. Sinon, voilà, j'ai quelques autres. Enfin, parfois, je stream un petit peu sur Twitch, mais voilà, principalement, si vous voulez me retrouver, me c'est sur Twitter. Ok, ben ça, dans tous les cas, je mettrai ça en description. D'ici 6 à 7 mois, on fera un nouveau podcast pour voir ton évolution, pour voir si tu as évolué aussi bien personnellement que professionnellement. J'espère que ce sera bon pour toi. Yes, carrément, avec plaisir. Voilà. En tout cas, merci à toi pour aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et dans tous les cas, on reste en contact. Ça marche, merci à toi. Merci à toi, Pilaton. Salut. Salut. Du coup, voilà, les gars, c'était le podcast avec Pilaton. J'espère que là, vous aurez vu une vue d'ensemble d'un data scientist et plus précisément du machine learning. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter, à me rejoindre sur mes différents réseaux et aussi à suivre Pilaton sur son Twitter. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut!